Et si tout dans la vie avait un sens, même nos pires épreuves? C'est la question que s'est posée Jean-Jacques Gérard suite au viol et au meurtre de son fils François, âgé de 9 ans. Ce drame l'a conduit à explorer sa vulnérabilité, ses propres parts d'ombre, mais aussi la profondeur de son humanité. Devenu psychothérapeute, il témoigne de son parcours et de son cheminement intérieur. 40 ans après cette tragédie, il nous raconte son histoire. Merci Jean-Jacques Gérard d'être là aujourd'hui. Merci aussi à vous. Alors, de m'accueillir. On va revenir un peu en arrière pour qu'on comprenne. On va revenir sur les circonstances du drame. Puisque tout ça s'est passé dans les années 80. Nous sommes le 5 février 1984. Vous êtes sur le quai d'une gare, la gare de Pierre-Latte. Moi, j'attends François qui doit arriver par le train. Il a été confié à des amis de sa mère, le week-end de neige, et ils doivent le remettre au train. Et de Valence à Pierre-Latte, moi, j'attends à Pierre-Latte avec Samuel, mon deuxième fils. Et le gamin, effectivement, il a loupé son train. Voilà. Et là, il va rencontrer celui qui deviendra celui qui va le tuer. Bon, alors là, il y a toute une mobilisation. Je vais vous passer les détails. Mais il y a une mobilisation, bien sûr, de moi, de la mère de François. À ce moment-là, on est le 5 février. Et en fait, c'est le 7 février qu'on va découvrir le corps. Et c'est là que le commissaire de police me contacte. À 7h du mat. Il m'appelle. Je monte à Valence, à tout berzingue en voiture, Pierre-Latte-Valence. Et j'arrive. Et là, j'apprends la nouvelle. Ils viennent de découvrir le corps. Et il va falloir que j'aille le reconnaître. Samuel et sa mère ne souhaitent pas plus que ça que de voir le corps, parce que ça a un impact terrible. Mais moi, je l'ai vu. Moi, je suis le témoin qui peut dire oui, il est mort. Donc, on est le 7 février, donc le corps sera resté 2 jours. L'autopsie va révéler qu'il a été tué le 5. On découvre le corps, donc on sait ce qui est arrivé effectivement à François. Et derrière, il y a la recherche évidemment du coupable. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je vais être dans l'horreur du fantasme de haine, de fantasmes qui viennent de la haine. Je vais être, moi, dans l'idée du monstre, jusqu'au moment où la police va se saisir de lui. Voilà. Il a fait des aveux circonstanciés. Ça correspond au rapport d'autopsie. On a les détails. Donc, les aveux sont circonstanciés. Et il a fait les aveux. Et donc, ils tiennent le coupable. Dans la parole des flics, ils tiennent le coupable. Et donc, j'ai un espèce de temps de flottement. Mais ce qui est sûr, c'est quand je vais acheter le Dauphiné parce qu'il est à la première page, entouré par 2 inspecteurs de police, que je connais par ailleurs. Et là, à ce moment-là, les bras me tombent. Il se trouve que c'est un gamin de 18 ans et demi. Et en plus, au moment où moi, je préparais un projet d'accueil d'adolescents en difficulté. Donc là, les circonstances, elles sont... c'est vraiment un choc. C'est un double choc, quoi. Quand vous avez découvert l'identité, quand vous aviez mis un visage sur un acte, il y a quelque chose qui change en vous. Ce qui crée le monstre, c'est le sentiment de haine. Mais c'est le sentiment de haine qui est puissant, quoi. Et il faut que je le tue. Et moi, j'avais un flingue sur moi pendant 3 mois. Donc, ce n'était pas du bilan. À la limite, mais c'était un monstre que je voulais tuer. C'est pas ce gamin, quoi. Et votre haine, elle s'est transformée à ce moment-là. Il n'y a plus de haine. Ni monstre, ni haine. Alors, la transformation, c'est chemin de compréhension. Comment on peut en arriver là ? Pas de condamnation, pas d'excuse, de compréhension. Comment on peut en arriver là ? Et ça va me mobiliser, alors là, énormément. Des années ? Ah oui, des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Parce que c'est tout un chemin. Et justement, le meurtrier de François, vous l'avez rencontré en face à face, et ce, avant le procès. Oui, mais là, il y a un contexte. C'est-à-dire qu'il va faire une prison préventive pendant 4 ans. Et à un moment donné, sur un vice de procédure, le judiciaire a fait une connerie. Et donc, c'est un loupé, quoi. Mais ça va le ramener en liberté. Moi, ma conviction, elle est faite. C'est lui qui a violé, tué François, c'est pas un autre. J'en suis plus que certain, il n'y a pas de doute pour moi là-dessus. Mais il est en liberté. Donc, de penser que celui qui a pu tuer mon fiston est en liberté,
Alors là, il y a quelque chose qui me... C'est même pas ça me heurte, c'est un deuxième coup de poignard. Et donc, saisi par quelqu'un qui veut faire un scoop, un journaliste, ils vont se mettre d'accord, rencontre avec le père. Le projet du scoop, c'est ça. Alors ça, c'est le scoop de chez Scoop. On me propose, le journaliste vient chez moi me proposer la rencontre. Et je vais apercevoir, je vais prendre une semaine de réflexion, pas tout de suite, hein. Je vais apercevoir que si je sais utiliser, du coup, ce qui va devenir un scoop, alors ce sera peut-être entendu par le judiciaire qui, enfin, finira par faire son boulot, qui reprendra ce jeune homme, le remettra en prison et rapidement le jugera. C'est ce qui va se passer au cours de la rencontre. Je vais lui dire, moi je ne ressens pas de haine par rapport à toi, je ressens de la haine par rapport au judiciaire qui fait que tu es en face de moi, grâce au judiciaire. Alors là, je ressens quelque chose de fort. Cette vidéo, effectivement, vous l'avez conservée. On va visionner un extrait de cette rencontre. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tu as souhaité me rencontrer? Je souhaiterais savoir pourquoi. Je souhaite vous rencontrer parce que déjà depuis longtemps je demande. Et parce que je dis c'est la vérité que je suis innocent de l'affaire qui me concerne. Dans l'affaire qui? Qui me concerne. Totalement qui me concerne. Je crie mon innocence depuis des années. Donc moi je me disais, Patrick Thomas, j'ai rendez-vous avec lui aux assises. Patrick Thomas souhaite me rencontrer. Pourquoi pas? Pourquoi pas dans la mesure où Patrick Thomas aurait des éléments nouveaux à apporter à ma connaissance. Pourquoi pas? Mais j'en sais rien. J'ai envie de dire, aujourd'hui je suis ton invité. Alors tu cries ton innocence, ok, mais bon, tout est contre toi. Je ne suis pas ton juge. Et je ne serai pas ton juge. J'ai une cause à défendre, et j'essaye de connaître dans cette histoire la vérité, et c'est certainement pour ça que je suis là. Je dis, s'il y a un soupçon de quelque chose, ce que tu es en train de me dire là, c'est de la redite. Quand tu vois ton minot, comme je l'ai vu moi, tu dis, arrêtons le gâchis. Et c'est certainement pour ça que 5 ans après, j'imagine que c'est certainement pour ça, je dirais que je ne suis pas animé de haine. C'est comme ça, j'ai pas de haine en moi. Enfin, j'ai de la haine par rapport à... J'ai pas de haine par rapport à toi. Je veux dire, je suis convaincu que tu es l'assassin de François. Ça, c'est mon droit. Et j'ai le droit de l'exprimer. Mais j'ai pas de haine par rapport à toi. Je te donne rendez-vous à la cour d'assises. Je pense que tu défendras ton point de vue d'innocent. Et j'aurai à défendre mon point de vue de partie civile. Les faits sur lesquels ma conviction de ta culpabilité. À quoi vous avez pensé au moment où votre regard croise justement ce jeune homme qui a violé et tué votre fils? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cet échange, vous? Alors, pour moi, l'échange, il avait vraiment, et après coup, quand je regarde de nouveau la vidéo, il a peu d'intérêt. Moi, j'étais objet de lui, c'est-à-dire qu'il voulait m'utiliser comme objet. La preuve, je rencontre le père, parce qu'il était revenu sur ses aveux entre-temps. Alors, c'est ça, parce il plaidait l'innocence. Lui, il est là-dedans. Et il va se servir de cette rencontre pour dire, naïvement, pour moi, c'était complètement naïf, la preuve que je suis innocent. Regarde, je n'ai même pas peur de rencontrer le père. Or, quand on le regarde, son visage, au moment de la rencontre, mais il fait dans son froc, quoi. Et puis, je le comprends, je n'ai pas à juger ça, moi. Mais donc, moi, ce qui va être important pour moi, c'est pas tellement la rencontre avec lui, c'est pas ce qu'on s'est dit. Oui. C'est ça. C'est que ça ait lieu. Et du coup, le judiciaire, il va faire enfin son boulot. Le procureur, à l'époque de la République, va demander à mon avocat que je lui prête la cassette de la rencontre. Et je lui prêterai. Et 2 mois plus loin, il va être jugé. Et donc, je vais assister au procès. Effectivement, la suite, elle ne me surprendra pas. Bien sûr, reconnu coupable,
reconnu coupable de viol aggravé, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 12 ans de réclusion pour viol et meurtre. Oui, il avait fait 4 ans de préventive. J'en étonnerais plus d'un quand le verdict et la sentence vont tomber. Monsieur Gérard, qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai rien à foutre. Il fallait que le bébé revienne à la société et que la société fasse son boulot. C'est juste ça. Moi, j'ai accompagné beaucoup de... Enfin, pour le coup, j'ai couvert pas mal de procès. Ouais. Et c'est vrai qu'au moment où la sentence tombe, ouais. Quand on est du côté des victimes, c'est jamais suffisant. Du côté des parties civiles. Exactement. On a souvent ce sentiment. Et vous, ça n'a pas été votre cas. Vous avez eu le sentiment que justice avait été rendue. Moi, c'était le judiciaire. On ne confondra pas avec le mot justice, qui est une vertu. Oui. C'est le judiciaire a fait son boulot. C'était pour moi terminé, j'avais tourné la page. Et quand on me pose des questions qui je trouve très saugrenues, vous avez des nouvelles de lui, il faut arrêter. Là. Stop. C'est là que ça s'arrête. Okay. Vous n'avez jamais cherché à savoir? Absolument pas. Absolument pas. Je n'ai plus rien à voir avec ça, moi. Moi, quelque part, c'est la mémoire de mon fils que j'honore. Et de quelle manière, justement, vous honorez la mémoire de votre fils quand vous dites ça? En allant dans la vérité. En allant dans une justesse. En allant dans quelque chose qui a le parfum du vivant. Je vous le disais tout à l'heure, grosso modo, la mort de mon fils s'est passée en une demi-heure. Moi, j'ai vécu 9 ans. Avec votre garçon. Donc, c'est ça. Quand mon fils, il m'a appris à être le père. Et donc, la rupture était, d'une certaine façon, plus forte. Mais la façon dont il m'a appris à être le père m'a permis d'honorer cette mémoire vivante. Cette façon vivante. Quand l'enfant vous dit « Papa, t'as déconné avec moi, mais depuis que tu vas voir la dame, sous-entendu la psychothérapie que je faisais à l'époque, entre 81 et 83, t'es beaucoup moins con. » Accueillir ça. Et effectivement, t'as raison François, j'étais moins con. Et je lui ai demandé de préciser, il m'a dit, il y a eu des époques où tu nous mettais des raclés à mon frère et à moi. Je lui ai dit oui. Et j'étais complètement con à côté de mes pompes parce que vous êtes des personnes importantes pour moi. Et avec des personnes importantes pour moi, on ne fait pas ça. Et j'ai fait ça. Je te demande pardon. Et le gamin m'a dit, mon papa, je te pardonne. Et ça, c'était quelques mois avant sa mort? Ça, c'était 3 mois avant sa mort. Et ce moment-là, il était important. À ce moment-là, il va m'aider à traverser tout le reste. Je crois que c'est un carrefour, ça. D'avoir ça dans mon cœur et d'accueillir ça dans mon cœur va m'aider à traverser tout le reste. Ça, c'est précieux. Quelle place a aujourd'hui François dans votre cœur, dans votre mémoire? Je me souviens, il y a quelques années, où je me suis retrouvé à Valence dans une rencontre. Et à un moment donné, j'ai levé la tête, j'ai regardé la gare qui avait changé de gueule déjà. Et le souvenir, et il y a quelque chose d'une image qui s'impose à moi, c'est l'image de François. Et j'ai fait un clin d'œil. Voilà, il est là, François. Il est là, ça ne veut pas dire je le vois, on discute. Non, 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 non. Il est dans ma mémoire, il a pris sa place. Et sa place, elle fait honneur à ce que j'ai rencontré de vivant avec lui. C'est le chemin que j'ai fait. C'est-à-dire de contacter le morbide de plus morbide et d'aller vers le vivant. Et mon boulot, ça fait 35 ans que je suis quand même dans différentes expériences et pratiques cliniques, y compris d'accompagner des gens en cour d'assises, des victimes, y compris des personnes qui ont commis des actes. Parfois, le parfum est criminel, de les accompagner et de les aider à piger ce qui se passait pour eux. Alors, justement, vous nous disiez tout à l'heure que quelques temps avant la mort de votre fils, vous prépariez un dossier pour accueillir des jeunes en difficulté. Oui, en grande difficulté. Ouais. Et finalement, ce projet, il ne s'est concrétisé que... Quelques mois après. Quelques mois après. Oui, voilà. J'ai relancé quand même. Vous avez quand même relancé suite à la mort de François, après la mort, quelques mois. 4-5 mois. Et voilà, et j'ai eu un agrément de l'aide sociale à l'enfance. Et là, j'ai lancé le premier projet. Ça va s'étaler sur 10 ans. Vous avez accueilli ces jeunes en détresse, mais le premier qu'il a fallu comprendre, où vous avez fait la démarche de comprendre, c'était l'adolescent de 18 ans
qui justement... Patrick Thomas. Patrick Thomas. Oui, bien sûr. Votre fils. L'accès au dossier va permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Qu'est-ce que vous avez découvert justement sur lui, sur Patrick Thomas, quand vous avez cherché? Parce que comprendre, c'est ce qui vous omnibulait. Ce que vous nous avez expliqué, c'était vraiment votre moteur. Ce que j'ai découvert, c'est à la fois du côté de chez lui, mais ce que je vais découvrir, le mieux que je vais découvrir, mais c'est du côté de chez moi. Le chez lui renvoyé à chez moi. Chez moi, c'est quoi? C'est mon histoire d'enfant. En miroir, ça me renvoyait à mon histoire d'enfant blessé, maltraité. Moi. Et du coup, je vais faire tout un chemin, accompagné par des psys, qui va me permettre de faire ressortir comment, adolescent, moi-même, j'étais limite. Cambriolage, participant à des hold-up, dès 14-15 ans. Le côté affectif, sexuel, tout ça, ça n'avait rien de clair. C'était la grande nébuleuse. Donc tout ça, ça va remonter, tout ça, ça va revenir. Et c'est ça qui va m'éclairer. Je suis allé à la source de ce qui aurait pu fonder chez moi, et pourquoi pas forcément un violeur du reste, mais pourquoi pas un meurtrier. Donc ça m'a donné un autre regard, pas seulement sur Patrick Thomas, c'est un autre regard sur la vie et sur comment on peut être conduit à commettre. Il ne s'agit pas d'excuser ni de condamner encore une fois, mais à commettre des actes qui nous dépassent complètement. C'est ce que j'ai appelé plus tard le concept de circonstances éclairantes, associées au plus fort que soi en nous, en soi. Il y a deux concepts qui sont complètement emboîtés, ce que d'autres appellent l'inconscient ou le pulsionnel. On est là-dedans. Certains l'appellent l'ombre. Pourquoi pas, en partie. Mais c'est tout ça qui va être, que je vais découvrir. Mais en moi. Alors là, ça va m'éclairer. C'est-à-dire qu'en fait, la mort de François et le parcours, enfin l'enfance aussi du meurtrier de votre fils, vous a ramené à votre propre histoire. C'est ça. Et de revisiter l'enfant que j'étais. Les mémoires, elles sont là. Et vers où ça vous a amené quand vous avez revisité l'enfant que vous étiez, que vous êtes aperçu que vous aviez vous-même été victime de maltraitance? L'ensemble de ça va me conduire à 2 années de dépression. Ça fait chute, là. Plaf, ça plombe. Je tombe. La chute, la dépression, 2 années. Accompagné, encore une fois. J'ai une profonde reconnaissance. Seul, j'y serais pas arrivé. Et qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même qui vous a aidé dans votre cheminement, qui vous a aidé dans votre reconstruction? C'est-à-dire, ce que j'ai découvert, c'est un regard. Ça a transformé mon regard. À partir du moment où c'est des vraies prises de conscience, c'est-à-dire quand je dis vraies prises de conscience, les sensations, le corps, tout y est. Hein. C'est vraiment surtout de là que ça vient. C'est-à-dire les mémoires qui ressortent, et c'est des larmes, et c'est des pleurs, et c'est des cris, et c'est des hurlements, et c'est tout ça. Il faut le traverser, tout ça. Et c'est là que je dis que ce n'est pas du pipi de chat. Hein. Et du coup, ça va... Aujourd'hui, je peux le dire comme ça, on est dans l'après-coup. Ça va m'humaniser. Je crois que j'avais un appel profond d'humanisation. Et je vais trouver ce sentier-là, et plus tard, je vais le vérifier, en accompagnant d'autres, des professionnels, des personnes, grandes personnes ont besoin d'un coup de main pour mieux y voir plus clair en elles-mêmes, etc., etc. Ce que j'ai appelé l'accompagnement psychodynamique. Et ce qui va être c'est presque une vocation. Mais comment justement faire pour ne pas s'enfermer dans sa douleur quand on vit un choc pareil? Il faut apprendre à l'écouter, la douleur. Les cris qui sont en nous, il faut apprendre à les entendre. Et les cris qui sont en nous peuvent tout à fait rebondir, on n'est pas conscient à ce moment-là, dans des vieilles blessures d'avant. Et donc, c'est pouvoir être suffisamment bien accompagné pour mettre à jour ça. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de dynamique qui se met en place et on accède à quelque chose qui va sortir des affres, je veux dire, de réductionnistes ou réducteurs de l'histoire. Donc le moyen pour vous de traverser quelque part cette souffrance, c'est quoi? C'est de faire corps finalement, de se laisser traverser complètement par sa douleur. Et c'est une idée d'acceptation. Tu vas la boire jusqu'à la lie. Et moi, je ne veux pas la boire. Ça résiste en moi. Mais je ne pourrais pas faire autrement que de la boire. Mais jusqu'à la lie, ça veut dire que... Ben oui, ça veut dire que je vais rencontrer le petit Jean-Jacques, que sa mère met en plein hiver dans le cabanon. Des seaux d'eau froide.
les genoux sur un manche à balai. J'ai plus de ménisque aujourd'hui. C'est ça que ça va rencontrer. La dimension incestueuse dans ma famille. Et surtout diligentée par ma mère. Mon frangin qui fera 8 années de psychiatrie, c'est pas par hasard. En fait, vous voulez dire que quand vous avez traversé ce deuil, ces étapes-là, il y avait à la fois de faire face et de surmonter la mort de votre enfant. Ouais. Et en plus, il y a toutes ces blessures d'enfance qui étaient les vôtres, qui vont ressurgir. Ouais. Et ben, je vais avoir à m'y confronter et à les regarder. Et comment on traverse tout ça? Parce que honnêtement, quel était votre cheminement comment on traverse tout ça? On a besoin d'être aidé. C'était ça, les 2 ans de dépression? Ça a été... elle a été salvatrice. Si on regarde l'ensemble, cette dépression, elle était salvatrice. Et elle était aussi salvatrice parce qu'elle était bien accompagnée. J'avais 2 heures de séance de psychothérapie par semaine, pendant 12 ans. Et puis, il y a d'autres enjeux qui vont remonter à la surface, qui ne concernent pas mes parents, qui concernent l'école, les machins qu'on essaye de nous faire bouffer, les conditionnements, tous ceux qui sont en moi de conditionnement. Donc, c'est tout un chemin. La perte de mon fils est venue faire résonance dans des ailleurs du père, si je puis dire. C'est une résonance. Voilà. Mais c'est un processus d'intégration de tout ce qu'a fait violence et de mise à jour des traumatismes en moi. Et donc, du coup, ça va indirectement, c'est le vivant qui frappe à la porte. Et qui va me conduire à faire des choix professionnels, des choix de vie qui n'ont plus rien à voir, mais qui sont profondément en accord avec moi. Et aller à la rencontre de votre propre histoire, donc, est-ce que ça a changé votre regard sur la criminalité? Aller à la rencontre de ma propre histoire m'a permis de comprendre que celui que je vais rencontrer demain, qui a pris perpète, c'est-à-dire 25 balais ou 30 balais de tôle, eh bien, en fait, on n'est pas différent. C'est une personne, c'est-à-dire, on est différent, mais ce que je veux dire, c'est insemblable. Est-ce que chez tous les criminels, on retrouve justement des parcours de vie chaotiques? Est-ce que vous avez étudié les parcours d'autres? Est-ce que, parce que là, c'était le cas pour Patrick Thomas? Non, mais c'est le cas de tous ces jeunes, machin. Mais ce que je veux dire, alors d'abord, il faut resituer les choses dans le temps. 10 années avec les ados en difficulté, 10 années avec des professionnels et 13, 14 ou 15 ans avec des adultes, des grandes personnes de tous les niveaux sociaux qui appellent et qui ont de la souffrance. Donc ça me donne un panorama clinique, à mon avis, tout à fait riche quand même. Et à l'intérieur de ça, toutes sortes de passages à l'acte, divers et variés, donc, qui me permettent de dire aujourd'hui, il y a du plus fort que soi, il y a de la blessure, et à un moment donné, ça va du côté de ce qui n'est plus conscient, mais qui va être aux manettes de plein de comportements. Donc il va s'agir, pas à pas, à condition qu'une demande, alors ça c'est majeur, de mettre en lumière ce qui, dans le fond de nous, opère. Ce qui détermine beaucoup de nos agissements, de nos modes de fonctionnement, de nos modes de protection, c'est déterminé par des blessures profondes. Et alors là, 99,9%. Vous parliez aussi de circonstances éclairantes et du plus fort que soi en soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça a été, parce que vous avez donc fait toute une démarche pour comprendre ce qui a pu pousser... Et j'en arrive à là, je suis d'accord. Patrick Thomas, donc un jeune de 18 ans, a violé, a tué. Qu'est-ce qui vous a éclairé dans votre chemin de compréhension? C'est la mise en lumière des pardons, vous les appelez comme ça, des blessures, ça va ensemble. La mise en lumière de tout ça, ça nous permet de piger comment on peut en arriver là. Et le plus fort... Oui, voilà, c'est pour et en le revenir. plus fort que soit en soi, tant que ça n'a pas été éclairé du dedans, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça suppose la souffrance. La souffrance, elle est parlée. On demande un coup de main à quelqu'un qui peut nous aider, il vaut mieux qu'il soit compétent. Et petit à petit, on met tout ça en lumière. Et on va s'apercevoir que c'était plus fort que moi. Ça s'est emparé de moi et c'était plus fort que moi. Alors, il y a différents niveaux, mais c'est le même. Mais ça n'empêche une forme de responsabilité dans l'acte. Ça ne veut rien dire, ce mot-là. Pour moi, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il est responsable alors, du coup, si c'est plus fort que lui? C'est tout ça, ça remet tout ça en question, bien évidemment. Responsable, c'est en capacité de répondre de ses actes. Comment je peux répondre d'actes qui sont commis sous l'effet du plus fort que moi? Je ne peux pas en répondre. Et là, c'est tout le côté du judiciaire que je conteste. Il y a mal donne. Et là, on est du côté de Jean-Jacques Gérard qui commence à attaquer la psychiatrie. Ça suffit. Cette espèce de logique qui est déléguée du judiciaire vers le médical, donc les psychiatres,
avec cette espèce de truc complètement dualiste et faux sur responsabilité et responsabilité. On n'est pas là-dedans. Dès lors qu'on a repéré le plus fort que soi et qu'on lui donne la valeur que ça doit avoir, la valeur humaine que ça doit avoir, ces notions-là, elles s'en vont. On part de circonstances éclairantes. Au pire, on parlera de non-responsabilité circonstancielle. Au pire. Mais sans ça, circonstances éclairantes, associées au plus fort que soi, c'est suffisant. Mais pas suffisant dans les logiques actuelles. Pas suffisant. Je le sais, je le déplore. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on approfondisse un peu et qu'on ouvre des cadres de la réflexion, de la recherche. Mais... Est-ce que lorsqu'on perd un proche, et notamment un enfant, on se pose la question d'une existence, d'une vie après la mort, de l'existence d'une vie après la mort? Rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. C'est pas ça qui domine. Ce qui va être dominant, c'est je suis né, un jour je meurs, mais en attendant, je suis là. C'est le présent. La présence qui contient l'instant présent. La présence. Présence à soi, par conséquent, présence à l'autre. Et l'écoute, alors là, il n'y a plus photo. Je pense que j'ai fait un pas de côté par rapport aux croyances. Le mot foi ne veut pas dire la même chose. Cela dit au passage. Donc je suis en vérité, je suis en vie. Et donc, ça veut dire que je dois incarner mon humanité, c'est-à-dire ma vulnérabilité. C'est pour ça que j'appelle les autres mes semblables. Même les meurtriers, les criminels? Bien sûr. Kiff, kiff. C'est pas... D'abord, ça n'existe pas, les meurtriers. Il y a des personnes qui ont commis un meurtre. Il y a des personnes qui ont commis un viol. Il y a des personnes qui ont commis et un meurtre et un viol. C'est des personnes. C'est des personnes. Et si on arrive à pouvoir trouver le chemin pour les aider, ou en tout cas trouver des chemins humanisants, alors on verra des conséquences sur les notions de récidive. Il y en aura des conséquences. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais c'est tout un chemin. Et à mon sens, a priori, la société, elle n'est pas prête. Là, il y a une dimension à un moment donné qui est politique, hein, au sens large. L'intérêt dans la cité. Il y aura un intérêt dans la cité à déployer des modalités, des ajustements, y compris énormément sur le plan institutionnel. Qu'est-ce qui fait réponse? Qu'est-ce qui ne fait pas réponse? Les formations, les histoires de supervision. Oh là 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 là! Alors là, ça s'ouvre un autre sentier, pour lesquels j'étais allé 2 fois à l'Élysée, demander une enveloppe pour pouvoir créer un groupe de travail pour ouvrir... Pour prévenir les comportements violents, pour tenter Pour aller du côté de préventif. Mais préventif, ça veut dire implicitement considérer la personne. Et considérer la personne, c'est pas dire celui-là, c'est un criminel. Non, celui-là, c'est une personne qui a commis un acte qui a été criminalisé. Ce qui n'est pas pareil. C'est une question de regard. Est-ce qu'il faut aller voir d'abord les parts d'ombre chez soi pour ça, comprendre ça, on ne peut pas. Les parts d'ombre... je suis d'accord. On ne peut pas. Si je reprends la métaphore de l'ombre, ce n'est pas possible. La part d'ombre, au sens où vous l'entendez, égale le processus d'humanisation. Pour moi, c'est ça le processus. C'est d'aller rencontrer en soi des choses qu'on n'aimerait pas a priori voir et en même temps qui peuvent receler un trésor. Mais le trésor, ce n'est pas de la monnaie de singe. Ce n'est pas du fric, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas des bijoux, ce n'est pas des diamants. C'est bien autre chose. C'est pour ça que j'ai parlé du processus humanisant du dedans, qui nous amène un autre regard sur le dehors. Et quand j'arrive vers l'autre, avec ce regard, mais il y a quelque chose qui va toucher l'autre. Ça ne peut pas, parce qu'il y a de l'humain chez l'autre. Et parfois, il y a de l'humain qui demande qu'à rencontrer un certain regard. Mais si moi, je peux en parler comme ça, mais c'est parce que j'en ai rencontré. Ceux qui m'ont aidé. C'est par là, ils ont fait passer quelque chose qui m'a conduit à accueillir un certain regard à l'intérieur de moi. Mais je n'ai pas fait l'économie d'aller repérer toutes mes blessures. Et par là, les parts d'ombre. Sur la tombe de François, il y a un épitaphe. Ouais. Vous pouvez nous dire ce qui est écrit? C'est ainsi que François est mort. Il fut victime de la détresse d'un autre. Dans cette phrase, tout est dit. Il a été mûri, je peux vous assurer. Oui. Tout est dit. Victime de la détresse d'un autre. Ça veut dire qu'il y a un autre humain, et de la détresse. Il est victime de sa détresse. Un autre humain en détresse. Voilà.
Est-ce qu'on peut y voir quelque part de la compassion pour Non, on peut y voir de la compréhension. De la compréhension. De quelqu'un qui a fait un chemin. On peut y voir de la compréhension. La compréhension, c'est-à-dire qu'il a compris que l'autre, il est en détresse. Et c'est ce qui fait aussi qu'il ne regarde pas avec le mot monstre entre lui et moi. Et en même temps, il est cet autre qui a tué mon fils. Est-ce que dans de telles circonstances, un chemin de pardon est possible ? Patrick Thomas, c'est lui dont il est question, en tuant François, il est rentré dans le non pardonnable. La victime, c'est pas moi, hein, c'est François, il ne faut pas que je me gourre. Là. Ça n'existe pas un pardon s'il n'y a pas une demande de pardon. Je vous ai offensé. J'ai un désir d'être en relation avec vous. Je reconnais mon offense, je reviens vers vous et je vous demande pardon. Si vous m'accordez votre pardon, ça relance notre relation. En dehors de ça, ça ne veut rien dire. On ne va pas tarder à conclure cette émission. J'ai encore 1 ou 2 questions à vous poser. Est-ce que ce drame a changé votre regard sur la nature humaine ? Si la question c'est est-ce que par rapport à mon regard sur l'humain, l'humanité, ça a bougé, mais évidemment, complètement. Donc je pense que j'y vois un peu plus clair sur la nature humaine. Surtout, c'est le chemin avec le vulnérable. Moi qui dis souvent, je le dis comme ça, le sacré boulot que j'ai à faire encore aujourd'hui, puisque je travaille toujours, avec les bonhommes, j'en suis un, pour qu'ils puissent apprivoiser le vulnérable qui est en eux. La plupart du temps, ils sont piégés dans leurs images, et ce qu'ils appellent leur force ou leur puissance, c'est la fausse puissance. Pour moi, la vraie puissance, elle est dans la vulnérabilité. Elle est dans l'humanité. Alors là, de ce côté-là, oui, mon regard, c'est ça. Et quand je regarde les bonhommes, d'une certaine façon, les femmes autrement, on n'est pas les mêmes, on n'est pas foutus pareil. Et je vois bien mes semblables, hommes, au purée. Alors là, mais en même temps, ça me touche. Donc j'aime le boulot que je fais avec eux. Ouais. Il y a beaucoup de tendresse avec lesquelles les bonhommes, ils ont du mal. Voilà. Vous avez écrit à un moment donné un livre qui s'appelle « De chair et de sens ». À la reconquête d'une parole mutilée. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, justement, d'avoir trouvé un sens à ce que vous avez traversé ? C'est d'abord la rencontre du non-sens que je vais avoir à confronter. À plein d'étages, hein, pas seulement perso, mais également culturel, plein d'étages. Le monstre. Ben non, ça n'existe pas, si ce n'est dans notre imaginaire. Ensuite, le parent qui perd un enfant dans des circonstances pareilles, viol et meurtre, il est cuit pour la vie, quoi. Ben non, ça ne se passe pas non plus comme ça. Ça fait bien chier les mentalités, mais il n'empêche que c'est mon témoignage. Est-ce qu'on peut justement perdre un enfant et quand même retrouver une voie d'accès au bonheur, une forme de paix ? Je ne vois pas aujourd'hui de moment où je suis complètement dans l'effroi, où voilà, il y a des choses qui me touchent, mais tant mieux. Il y a des fois des petits clins d'œil qui vont m'émouvoir parce qu'il y a quelqu'un qui parle, je l'écoute, et ça me rappelle quelque chose de mon histoire avec mon fiston. Et à ce moment-là, ça va me toucher, et je vais accueillir ce qui me touche. Et c'est justement parce que j'accueillerai ce qui me touche que peut-être si l'autre, c'est une personne qui en demande d'aide, eh ben, en me laissant toucher, ça va la traverser elle aussi. Moi, j'ai souvent entendu justement, alors peut-être c'est vrai, dans des milieux de développement personnel et de spiritualité, mais qu'il y avait un cadeau caché derrière chaque épreuve et que plus l'épreuve était intense, plus le cadeau était grand. Est-ce que c'est votre sentiment ? S'il y avait un cadeau, c'est le passage de la survie à la vie et de le sentir. Mais pourquoi ? Parce qu'avant la mort de François, vous étiez en survie ? Mais bien entendu, une survie qui s'ignore. Vous, c'est le sentiment que vous avez eu avec votre histoire. Ah ouais ? C'est simplement de passer de la survie à la vie. Mais avec toutes les couleurs de la vie, avec les orages de la vie, avec le soleil de la vie, avec le brouillard de la vie. Il y a tout ça dans la vie. Être humain, c'est pouvoir vivre de la joie, mais vivre aussi de la colère, vivre aussi de la tristesse. C'est pas seulement la joie, il faut arrêter les conneries. Ça, on va se spiritualiser à la mort moelle-neu. Vous me pardonnerez l'expression. Et pourquoi je devrais me priver de tout ça ? Je suis un être humain mortel. Donc s'accepter comme être humain mortel, donc je vous prends un peu à contre-pied, c'est ça le cadeau. Il n'y en a pas ailleurs.
Je vous propose qu'on conclue cette émission Ouais. avec un texte aussi que vous avez préparé à la guitare. Enfin, Ouais. Vous allez vous accompagner à la guitare. On va se quitter là-dessus avec un petit peu de poésie. Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté. Merci ouais. beaucoup déjà de nous avoir fait part de tout votre cheminement, de la manière dont vous avez traversé tout ça. Ouais, Et on va vous écouter maintenant. Ok, j'espère que je vais m'en souvenir. J'ai ouvert un œil et puis les deux. C'est comme si j'y voyais mieux. J'ai ouvert un œil et j'ai vu le monde et je fus surpris. C'était comme un cauchemar. Les êtres vivants étaient comme dans une tombe, serrés les uns les autres et le visage hagard. Venant de partout, courant dans tous les sens, je leur ai crié les 1000 choses à voir, mais ils n'entendaient que leur seule errance, car le temps du présent n'était que leur crachoir. Les uns parlaient aux autres sur des milliers de choses sans jamais se comprendre, de peur d'être surpris. Je leur ai bien dit qu'il y avait la rose, ils en ont rejeté toute la mélodie. La peur les animait, ils mimaient leur espoir sur des lendemains que je ne voyais pas. Ils semblaient convaincus, c'était à force d'y croire. Plus de respiration, ils maîtrisaient tout ça. Mais le sang en question finit par les surprendre. C'est un jour de crise, plus fort que d'habitude, quand le venin du doute les prit dans leurs méandres, au point de faire tomber toute leur certitude. Après, ils ont compris qu'il y avait l'enfant. Renaître est chose simple, mais il faut se surprendre. Quand avec le passé arrive le présent, ce qui est amassé, il nous reste à le rendre.